Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la diaspora, chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de Décrypter l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire coproduit avec le Média et Vox Africa, diffusé tous les dimanches à 16h GMT. Au sommaire cette semaine, au Niger, les autorités ont annoncé la nationalisation des actifs de la société française Orano dans les mines d'uranium, un geste symbolique fort, salué par la rue de Niamey, mais largement critiqué dans certains médias français, dans le quotidien de centre-gauche Libération. On y voit parfois un simple coup de communication pour faire diversion après une attaque djihadiste meurtrière. Mais les choses sont-elles aussi simples? Nous poserons la question à Sedi Kaba, journaliste écrivain, président du CIRES, le Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel. Il évoquera également ses mésaventures avec les services de renseignement français, signe peut-être d'un malaise grandissant autour de ceux qui portent une voix panafricaine indépendante. Ce n'est pas une surprise, c'est plutôt une confirmation, l'officialisation d'un mouvement engagé depuis l'année dernière. L'État du Niger a nationalisé la filiale locale de la multinationale française Orano, spécialisée dans l'exploitation de l'uranium, qui alimente en partie les centrales nucléaires françaises. C'est le dossier le plus sensible dans les relations entre Paris et le régime militaire de Niamey, celui des mines d'uranium. Exploitées depuis plusieurs décennies par la France à travers la société Orano, ex-Areva, elles ne sont désormais plus sous son contrôle. Somaïr, sa principale filière, passe officiellement sous la tutelle de l'État nigérien, comme l'a annoncé la télévision publique. Face à ce comportement irresponsable, illégal et déloyal d'Orano, société détenue par l'État français, un État ouvertement hostile au Niger depuis le 26 juillet 2023 et soutenant le terrorisme dans le Sahel, l'État du Niger décide en toute souveraineté de nationaliser la Somaïr. Dans les faits, la rupture était déjà quasi consommée depuis le coup d'État militaire de 2023. En décembre dernier, la société Orano avait d'ailleurs reconnu avoir perdu le contrôle opérationnel de plusieurs de ses sites. La junte militaire en avait discrètement pris les commandes sans jamais l'officialiser. Pourquoi et pourquoi maintenant? Le quotidien français Libération suggère, et je cite, une diversion pour faire oublier la dernière attaque meurtrière des djihadistes dans le sud-ouest du pays. Trop simpliste selon le journaliste et chercheur Sedi Kaba, fondateur du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Il est l'invité de Décrypter l'Afrique et nous parlera également des persécutions dont il fait l'objet de la part de ce qu'il considère comme la barbouzerie française. Bonjour Sédic. Bonjour. Alors tu as bondi de ta chaise en lisant l'analyse du quotidien Libération sur la nationalisation des mines d'uranium nigériennes. Pourquoi ? Non, parce que le présenter comme ça, c'est vraiment faire de la caricature. La nationalisation est l'aboutissement d'un processus dans lequel le Niger et Orano se sont engagés. Parce que depuis l'avènement des militaires le 26 juillet 2023, il y a la recherche d'un nouveau rapport de force entre Orano et le Niger. Parce que quand on remonte à l'histoire de l'uranium du Niger, lorsque, en 1967, le président de Gaulle et le président Amani Diori conviennent de ce que le Niger garantisse l'accès privilégié à son uranium, en contrepartie, la France devait accorder une aide au développement exceptionnel au Niger. C'est-à-dire que, dans la pratique, le Niger devrait être mieux aidé que le Cameroun, devrait mieux aider que la Côte d'Ivoire, mieux aider que le Sénégal, en échange de l'accès à l'uranium, ce qui n'est jamais arrivé, mais on ne va pas refaire l'histoire. Il s'est construit en février 1968, la première société qu'on appelle la Somaïr, qui a fait l'objet de la nationalisation. Et dès le départ, le Niger avait souhaité que la Somaïr s'installe au Niger parce que l'uranium se trouve au Niger, la mine. Quel est son siège social au Niger? Quel est son siège social? Mais la France avait imposé à l'époque que la Somaïr s'installe ici, avec une représentation à Niamey où se trouve l'uranium. Et en 1971, l'exploitation avait commencé avec, tenez-vous bien, une part d'environ 64%, il y a un peu moins de 64%, en tout cas on peut arrondir à 64%, à l'époque, ce n'était pas
Orano, ni c'était le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui est par la suite devenu Areva, qui est aujourd'hui Orano, et le Niger n'avait que 36%. Donc l'exploitation s'est faite comme ça. Et pendant une longue période, dans le communiqué, il est dit, c'est la France, Orano, Areva, qui vendait la part du Niger. Et c'est à partir de la création de la Sopamine par le président Tandja que le Niger a repris main sur la part qui lui on revient. était dans les années 2000. On était en 2000, dans les années 2009-2011. Et c'est à partir de ça que le Niger a commencé réellement à vendre sur l'uranium. Mais quand les militaires sont arrivés après le coup d'État, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont conduit à la situation d'aujourd'hui. Qu'il y ait une attaque ou pas, il y avait cette perspective de nationalisation parce que il y a une volonté dans l'ensemble de l'AES et au Niger aussi de reprendre l'AES des États du Sahel, de reprendre la main sur les mines en termes de souveraineté, parce que les rapports avec les multinationales étaient des rapports totalement déséquilibrés et les contrats étaient des contrats léoniens. Donc on ne peut pas présenter ça comme quelque chose qui est venu ex nihilo. Il s'agit d'un processus au cours duquel le Niger a cherché à rééquilibrer des relations qui sont des relations absolument déséquilibrées. Est-ce qu'il est normal, je le dis à vous, Théophile Kouamo, je dis aux téléspectateurs qui nous regardent, que le Niger soit aujourd'hui dans une situation où le taux de personnes qui ont accès à l'électricité est moins de 30%, alors qu'il a produit pendant 50 ans de l'uranium qui a servi à électrifier la France, puisque la France, son électricité est principalement d'origine nucléaire. Donc, la France aurait pu accompagner le Niger dans son accès à l'électricité, dans son accès dans le transfert de technologie. Il a fallu pendant très longtemps pour que les Nigériens apprennent. Même l'accompagnement qu'on devait apporter, le transfert de technologie, n'a pas été fait. Je ne parle pas d'autres détails. Donc, c'est dans ce contexte-là, de rapports déséquilibrés, de recherche de rapports de nouvel équilibre entre la France et entre Orano et le Niger, puisque Orano est détenu à 90%. Il y a autre chose aussi, à côté de ce qu'on vient de dire. On a entendu dire que l'uranium du Niger ne sert à rien. En 2022, un an avant le coup d'État, le Niger a fourni 17 160 tonnes à la France d'uranium. Il était le deuxième fournisseur après le Kazakhstan. Ça représente environ 20%. On va revenir dessus, mais qu'est-ce qui, à ton avis, justifie la tentation, disons, d'anecdotiser, si on peut dire, la décision des autorités du Niger? On rappelle qu'il y a eu un coup d'État au Niger, que les autorités du Niger sont des autorités de fait, c'est une transition militaire. Qu'est-ce qui justifie cette volonté d'anecdotiser? Oui, il y a une volonté d'anecdotiser comme une volonté de sous-évaluer l'importance en disant que la France n'a plus besoin de l'uranium du Niger, il y a d'autres fournisseurs. Ça s'inscrit dans cette dynamique de minimisation, de crédibilisation de la revendication du Niger. On veut donner l'impression que la revendication n'est pas légitime, que les Nigériens ne devaient pas poser le problème de rééquilibrer et que s'ils le font, parce que par le passé aussi, ça a été comme ça. Le président Diori Amani s'est battu jusqu'à sa chute pour que la France rééquilibre simplement le prix d'achat de l'uranium. Elle ne l'a pas fait. Je crois qu'il y a une posture un peu verticale qui amène à considérer qu'une revendication venue d'une ex-colonie ne pourrait pas être légitime. C'est un peu folklorique, comme ce qu'on a appelé le sentiment anti-français. Alors qu'il s'agit des revendications qui vont au-delà du simple sentiment, qui posent des questions de fond qu'on devait aborder. Alors, effectivement, tu as abordé le sujet, mais le caractère stratégique de l'uranium du Niger pour la France, il est remis en question de manière récurrente par de nombreux analystes. Non, ce n'est pas exact. C'est absolument pas exact. Et il faut regarder les données factuelles. En 1967, de 1971, écoutez, la France avait d'abord commencé l'exploitation de l'uranium avec la Somaïr en 1971. C'était tellement important pour elle qu'elle a accompagné le Niger pour avoir une deuxième société qui est la Cominac. C'est tellement important pour elle qu'elle a accompagné le Niger dans un projet qui n'a pas abouti, celui de Imouraren. Si ce n'était pas important, la France n'aurait pas eu un tel investissement. Je veux vous dire, peut-être que c'est une révélation, lorsqu'il y a eu l'attaque de In Amenas en Algérie en janvier 2013, comme In Amenas n'est pas loin de la frontière du Niger, la France avait envoyé des commandos d'opération spéciales pour protéger les mines d'uranium au Niger en raison de son caractère stratégique.
Donc il y a beaucoup d'éléments factuels qui prouvent que l'uranium du Niger a un caractère stratégique pour la France, il est important. Et aujourd'hui, le réduire à simplement, je pense que c'est une posture d'ingratitude qui ne grandit pas ce qu'ils la font. Et puis de toute façon, même si c'est le deuxième fournisseur de la France à l'Union européenne, même si c'est le troisième, c'est beaucoup. C'est beaucoup. En plus, il faut dire que, contrairement à la légende qui est développée et que les gens avancent, au Niger, la France est acheteur et vendeur. Quand on vend l'uranium, la France, en raison du fait qu'elle a 63%, elle a des dividendes dans la vente de l'uranium. La France, ce n'est pas simplement un acheteur comme elle peut le faire dans un autre pays où on dit mais écoutez, si les Nigériens ne veulent pas nous vendre, nous on va acheter ailleurs. Au Niger, d'abord pendant très longtemps, elle a eu un accès privilégié. Le Niger n'était pas en capacité de vendre l'uranium à quelqu'un d'autre. On a évoqué l'Iran, etc., tout ça, pour diaboliser un peu l'approche nigérienne. Mais pendant une bonne période, le Niger ne pouvait en capacité de vendre à quelqu'un, même quand il a son argent. Il faut spécifier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les Américains ont accusé les Nigériens de vendre de l'uranium à l'Iran pour ses projets nucléaires et militaires. Bien entendu, c'était des fausses accusations. Absolument. Il y a même, quand on a envahi l'Irak en disant que l'Irak avait des armes de destruction massive, il y avait des notes de renseignement italiens qui disaient que c'est à partir de l'uranium du Niger. Et à l'expérience, on s'est aperçu que tout ça était faux, tout ça a été fabriqué pour discréditer. De manière générale, ça aidait quand même la France à contrôler l'uranium du Niger, on va dire pour des nécessités prétendues de sécurité mondiale. Absolument. Non seulement ça a aidé mais la France, mais il y a eu aussi des situations où la France a vendu l'uranium. La France n'est pas un producteur d'uranium, mais la France a vendu à des États tiers l'uranium. C'est l'uranium du Niger ou l'uranium d'autres pays qu'elle a revendu. Et cet uranium a participé fondamentalement à la prospérité économique de la France. L'énergie est une source importante d'économie et le Niger a participé à ça. Je pense que même quel que soit comme dit l'adage africain, quelle que soit la situation, on n'oublie pas le passé. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'uranium du Niger nous a servi à rien, qu'on peut se passer de ça, que c'était complètement inutile, qu'on faisait même de la charité au Niger en achetant son uranium. Tout ça me semble un peu attristant. Mais le contentieux est vieux. Il y a eu plusieurs palabres de l'uranium entre le Niger et la France. Est-ce que tu peux nous les raconter? Oui, pardon. Le contentieux est arrivé beaucoup trop tôt parce que dès le départ, les Nigériens, dès les années 71, quand le conseil d'administration de la Somaïr avait commencé à réunir, les Nigériens se sont sentis abusés. Parce qu'en contrepartie de l'accès à l'uranium, la France devait fournir une aide exceptionnelle au Niger. Mais les Nigériens se sont aperçus vite que cette aide exceptionnelle ne venait pas. C'est d'abord au niveau du conseil. Premier problème. C'est d'abord au niveau du conseil d'administration de la Somaïr, sur lequel j'ai travaillé. J'ai lu les PV du conseil d'administration de la Somaïr de 73 à 75. J'ai tous les PV, je les ai lus dans le cadre d'un travail scientifique. Et c'est dans ces PV de conseil d'administration, les Nigériens ont commencé clairement à poser le problème en disant, bon, écoutez, vous avez promis une aide exceptionnelle, où est cette aide exceptionnelle? Et au conseil d'administration, les représentants de la France disaient, non, l'aide n'est pas du ressort d'une société, mais elle est du ressort de l'État français. Nous, on va porter votre revendication au niveau de l'État et ce n'était pas venu. Donc, à partir de là, il y a commencé à avoir le contentieux avec la France sur le prix de l'uranium en 1973-1974, avec Amani Diori. Et jusqu'au décès de Georges Pompidou, en avril 2074, la France n'avait pas accédé à la revendication du Niger d'augmenter le prix de l'uranium. Le président Diori était venu ici et il a posé le problème à Mesmer, qui était le Premier ministre, et Alain Poher, qui assurait l'intérim. Ça ne s'est pas réglé. Le président Diori a été renversé. Après, il y a eu une période un peu d'accalmie avec le président Kounché. Et puis, les choses ont repris quand le président Tandja est arrivé. C'était un nouvel épisode de bras de fer. Et tout le monde se souvient. Areva a dit non, nous, on n'est pas prêt à accéder à la revendication. Et le président Tandja avait eu cette formule magique dont tous les Nigériens se relèvent. Orano a le seau, nous on a le puits. Si Orano ne veut pas, elle part avec son seau, on va appeler quelqu'un d'autre qui a le seau. Et Orano a été obligé à l'époque de revaloriser de 40% le prix de l'uranium. Et déjà, sous le présent, c'est ça qu'il faut éviter. Je pense que c'est intéressant de faire cette partie historique
pour éviter de montrer que les militaires sont des diables, c'est eux qui ont fait ça. Parce qu'il y a eu avant les militaires, y compris sous le président Bazoum. Parce que le contentieux, le dernier qu'il y a eu autour de Imouraren, c'est que Imouraren, le permis a été acquis par Areva en 2009, mais jusqu'en 2022, Areva n'avait pas mis en œuvre complètement le permis. Et le président Bazoum, déjà à l'époque, avait écrit, et il y a eu des problèmes avec Areva sur cette question du Imouraren. Quand les militaires sont arrivés, ils ont trouvé des dossiers qui étaient déjà là. Ce n'est pas eux qui ont créé le contentieux existe. Les mérites, je pense, des militaires, si on peut exprimer ainsi, c'est d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. Puisque vous ne mettez pas en œuvre, on reprend le permis de Imouraren. Puisqu'il y a un problème d'équilibre, on reprend, on fait la nationalisation. Donc, ce sont des étapes qui sont arrivées, mais cette fois-ci, je crois que l'absence de concession, l'absence de la partie nigérienne, le fait que les gens n'aient pas d'agenda personnel, a fait qu'on est arrivé à cette décision de nationalisation. Alors aujourd'hui, le Niger n'a pas les ressources technologiques pour exploiter lui-même son uranium. Il va donc se tourner vers d'autres partenaires. À ton avis, lesquels et pour quelles conséquences? Oui, là aussi, je pense que la question est pertinente parce qu'on agite le spectre de la Russie. La Russie n'a pas besoin de l'uranium du Niger parce que la Russie produit l'uranium. On parle de la Russie, on parle de l'Iran. L'Iran est un acheteur, l'Iran n'a pas la technologie. Vous savez, avant même qu'il y ait la crise, il y a d'autres acteurs qui sont dans l'uranium, qui sont des pays occidentaux. L'Espagne est actionnaire minoritaire de l'uranium du Niger. Le Japon est présent, il est actionnaire minoritaire du Niger. La Corée du Sud a déjà acheté l'uranium, elle est actionnaire de l'uranium du Niger. Il y a aussi d'autres pays, le Canada avait déjà, à travers Goviex, et aujourd'hui encore, il y a une société canadienne, Global Atomic, qui est présente au Niger, qui travaille dans l'uranium. Donc, il y a des partenaires avec lesquels le Niger peut travailler. Moi, je crois que ce qui est important, ce qui est le non-retour aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus, que ce soit, on a vu avec le Mali aussi, on ne peut plus faire de contrats où le pays a 60 ou à 36%. Où le pays, non, c'est plus possible. Donc, le Niger va trouver des partenaires qui ne sont pas les partenaires qu'on agite comme un épouvantail, avec lesquels il va travailler, qui peuvent être des partenaires occidentaux, mais sur une base beaucoup plus équilibrée. Et c'est ça, je pense, l'avenir de l'uranium du Niger, pour qu'il profite à la prospérité du Niger, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps. Alors, les mauvaises langues diront que le pouvoir militaire de Niamey se fâche avec tous ses partenaires, y compris avec les Chinois qui exploitent son pétrole. Oui, il y a ce sentiment qu'on peut avoir, qu'il y a des fâcheries. Mais je crois qu'il y a un contexte qui est nouveau au Sahel et auquel tous les partenaires, y compris la Chine, ne sont pas habitués. C'est l'impossibilité désormais de faire ce qu'on a fait comme avant. Mais avec la Chine, le contrat n'est pas un contrat correct. La Chine a 63% à la SORAS, le Niger n'a que 37%. Et la Chine a financé la SORAS, mais la maintenance de cette société est assurée par les Chinois. Les Nigériens n'ont pas été formés. Il n'y a pas eu de transfert de technologie. C'est les Chinois qui assurent la maintenance et le Niger paye la maintenance aux Chinois qui viennent assurer. Et donc les rapports, même avec la Chine, n'ont pas été des rapports corrects. Et donc il y a une volonté de rééquilibrer qui amène à cette sorte de friction avec un certain nombre de partenaires. Moi, je crois que ce sont des postures légitimes. On ne peut pas faire comme on a fait avant en Afrique, comme on a fait avant les anciennes colonies. Il faut que les choses changent et il faut négocier, que ce soit la Chine, la Turquie ou la Russie. Il faut qu'on négocie au mieux des intérêts de nos pays, au mieux des intérêts. Et c'est ça que les militaires sont en train de faire. Parce que si les pays du Golfe ou des pays pétroliers riches avaient eu ce type d'accords inégaux, ils seraient dans la même position que les pays d'Afrique aujourd'hui. Absolument. Et ce qui nous est arrivé, c'est qu'on n'a pas négocié au mieux des intérêts de nos pays un certain nombre de contrats. De contrats à 64%. Il y a même... 64% pour la partie étrangère. 64% pour la partie étrangère. Des contrats où on a surfacturé l'usine et on a dit que non, on va payer la construction de l'usine selon le prorata de la vente. Le pays s'est retrouvé à ne pas avoir un seul centime jusqu'à ce qu'on paye l'usine qui a été construite à crédit
par l'État Donc, il y a quand même des situations aberrantes dans lesquelles les pays se sont retrouvés, où on a acheté des permis miniers à $3,000, etc. Bon, il y a quand même eu de grandes aberrations qui ont fait perdre aux économies. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui fait que les gens veulent créer un nouveau rapport de force. Et comme ces sociétés, ces multinationales, ne sont pas habituées à ce qu'elles soient contredites ou qu'elles soient contrariées, ça crée des situations dans lesquelles on se trouve. Mais pour moi, il faut qu'elles s'adaptent, comme on a pu le voir, si c'est s'adapter ou partir. Parce que maintenant, il y a une possibilité de ne pas accepter ce qu'on avait accepté avant. Alors, on va parler un peu de toi. Sur ton compte X, tu as fait état d'un certain nombre de persécutions que tu subodores comme politiques qui t'arrivent depuis un certain nombre de temps, mais qui reprennent. Non, moi, je suis très à l'aise pour en parler. J'ai même le sourire. Parce que quand je suis arrivé en France pour être correspondant de la PANA, qui est une agence panafricaine, qui est une agence de presse étrangère, vous devez faire un dossier. Votre dossier est envoyé au ministère de l'Intérieur, qui fait une enquête pour voir si dans votre passé, dans votre présent, il n'y a pas une activité qui peut empêcher que vous soyez correspondant de la presse étrangère. Parce que si vous êtes correspondant de la presse étrangère, comme je l'ai été pour la PANA, vous avez accès à l'Élysée, vous avez accès au ministère de la Défense, vous avez accès au plus haut sommet de l'État et on devait vérifier. Donc, je suis passé par ce filtre. J'ai eu ma première carte de presse en 2007 et j'ai eu ma carte de presse renouvelée jusqu'à ce que j'arrive jusqu'à ce que je parte à Jeune Afrique. Jeune Afrique étant un journal en France, vous ne pouvez pas avoir la carte de la presse étrangère, donc je basculais sur la carte de la commission de la carte de presse, de la carte d'identité du journaliste professionnel, CCIJP. Et à partir de là, donc j'ai fait mes activités, mais je me suis aperçu que mes communications étaient surveillées. En tout cas, j'en ai pris conscience un peu ces derniers temps. Depuis peut-être peu avant la sortie de mon livre, j'ai des choses qui me sont parues bizarres et j'ai eu cette conviction. Et pour moi, j'ai continué comme si de rien n'était, en me disant que tant que je n'ai pas, moi je ne suis pas au-dessus de la surveillance pour les intérêts, pour les impératifs de sécurité. Et je continuais à faire mon travail. Et plus tard, je me suis averti qu'en réalité, c'est un raid barbouzard. Et les éléments qui me font, c'est que des personnes privées ont été contactées sur la base des communications que j'ai eues avec elles. Et pour se dire non, on ne souhaite pas que vous travaillez avec lui. Et des pays tiers aussi. Ce n'est pas le rôle de la France, ni de ses services. Le rôle des services de la France, c'est de protéger la France. C'est pas d'aller voir. C'est d'isoler c'est pas d'aller. personne Oui, qui dérange. bien sûr. C'est cette volonté. Il n'y a absolument rien. Et pour moi, c'est quelque chose. Depuis pendant 17 années consécutives, j'ai eu ma carte de presse de la commission de la carte de presse, ma carte de presse du ministère des Affaires étrangères. Pour moi, cette posture-là, elle n'aurait pas été possible si j'avais été un homme blanc. Un journaliste de ma réputation, de ma connaissance, quelqu'un qui est unanimement respecté dans la profession, n'aurait pas été confronté à ce type d'attitude si j'avais été un homme blanc. Parce qu'il s'agit d'un acte barbouzard. Et au regard de la prétention de la France à faire la leçon sur le respect des journalistes de leur métier, je ne suis pas sûr qu'elle l'ait fait à quelqu'un comme moi. Et dans mon cas, comme je l'ai dit sur mon compte, il n'y a aucun impératif de sécurité. Je reviens des États-Unis. Je suis passé ici pour faire le visa. Mon dossier a été scanné par le FBI, la CIA, etc. De Trump en plus. Oui, de Trump en plus. Et qui m'ont donné un an de visa pour que j'aille revenir si je veux. Même demain, si j'ai l'argent, je pouvais aller revenir. Je suis allé. Donc, il n'y a rien. C'est un acte absolument barbouzard qui ne grandit pas ce qu'ils l'ont fait et dont je ne vois pas l'utilité. Est-ce qu'il y a des recours devant le défenseur des droits, devant la profession? Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais j'ai l'intention de le faire. Parce que pour moi, au-delà du fait que ce soit un petit nègre journaliste qui a été persécuté ou qui a été agressé, c'est la profession. Si les gens avaient un peu de respect pour le métier, ils ne m'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Parce qu'il n'y a aucune justification. Mais pourquoi ils t'en veulent? Mais parce que, d'abord, j'ai écrit ce livre sur Mali Sahel, notre Afghanistan à nous. Et les prises de position que j'ai ne sont pas hostiles, mais elles ne sont pas celles qui sont convenues.
Moi, je ne peux pas aller dire, je ne peux pas être mobilisé pour m'en prendre à l'AES, pour m'en prendre comment ça s'appelle. Vous savez, ici même, vous m'avez reçu lorsque le général Lecointre a fait sa sortie pour dire que il y aura que les pays de l'AES vont se casser le nez, vont revenir vers nous. On a fait une vidéo. Tout cela fait partie des choses qui ont été mal appréciées. Même si c'est mal apprécié, je pense que ce n'est pas de cette façon qu'il faut s'y prendre. Et je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas la finalité. Parce que, bon, vous pouvez aller dire à une chaîne de télé ou à un confrère de ne pas m'inviter. Mais moi, aujourd'hui, vraiment, je n'ai jamais fait dans la flatterie. Mais j'accorde 2 ou 3 interviews par an. Avant de venir ici, j'ai accordé à un média étranger, j'en ai tous les jours. Donc, si vous partez voir quelqu'un pour lui de ne pas m'inviter, je ne vois pas ce que ça change. Ça ne change pas mon expertise. Moi, je continue à travailler comme si de rien n'était. J'ai sorti cette alerte simplement pour que les gens sachent, que les gens comprennent. C'est facile d'aller faire la leçon à IB en disant qu'il y a une persécution des journalistes dans son pays, au Burkina Faso. C'est facile d'aller dire qu'il n'y a pas de respect de la liberté de la presse. Si chez soi-même, on peut faire ce type de comportement, ce type d'attitude barbouza envers des journalistes qui sont connus, qui n'ont pas une autre activité que celle de journaliste. Merci beaucoup, Seydi Kaba, et courage à toi. Merci beaucoup. Merci.